Bonjour et bienvenue à tous dans Ça roule, votre émission. Cette semaine, on consacrera cette émission plus particulièrement à l'achat du véhicule d'occasion avec les petites combines pour pas se faire avoir. Et puis, on ira aussi retrouver une légende, quelqu'un qui va venir s'asseoir juste ici, à mes côtés. C'est Bernard Darniche. Et on reviendra sur toutes ces mesures écolo qui nous polluent un petit peu la vie, notamment le 90 km/h sur autoroute. C'est la dernière lubie des écologistes pour nous embêter, nous les automobilistes. Qu'est-ce qu'en pense Bernard Darniche? Eh bien, vous restez bien avec nous, mais tout de suite, c'est l'actu. Et toute l'info, tout ce que vous devez savoir et retenir dans l'actualité, c'est donc Aurélie qui est montée dans notre petite Honda électrique. Salut Aurélie. Salut Pierre, bonjour à tous. Alors, des bonnes nouvelles comme promis cette semaine, ou alors encore une fois, tu nous as réservé des choses pas très sympas? Non, on va commencer par une potentielle bonne nouvelle. Ça commence fort. Allez, on parle d'une proposition de loi qui a été déposée au début du mois d'avril par le député de la Sarthe, Damien Pichereau. Ah, qu'on connaît bien, on va être honnête, moi je l'ai rencontré plusieurs fois et je vois à peu près de quoi tu veux parler. À mon avis, on va parler des pièces détachées. Exactement, c'est ça. Alors, en quoi consiste cette proposition de loi? Eh bien, il s'agit de mettre fin à une spécificité bien française qui est le monopole des constructeurs automobiles en matière de distribution des pièces détachées neuves, celles qu'on dit visibles. Ça veut dire quand on a un accident par exemple et qu'on a un rétro qui a cassé. Un rétro, un phare, le capot froissé, etc. Ah. La carrosserie globalement. Tout ce qui est pièces ornementales en fait, tout ça c'est monopole constructeur. Et là ce que dit Damien Pichereau, c'est on va ouvrir ce marché à la concurrence. Mais c'est l'Arlésienne ce truc, ça fait des années qu'on en parle, ça passe jamais. Eh ben non, c'est pas la première fois que ce genre de proposition de loi est déposée. La dernière en date, c'était par notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, Ouais. et c'était en 2019, donc c'est relativement récent. Et je me souviens que ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel à l'époque. Tout à fait, exactement. Ça avait été voté par les assemblées parlementaires et retoqué ensuite par le Conseil constitutionnel pour non-conformité. Alors je suppose que si Damien Pichereau revient sur ce sujet, c'est parce qu'il a dû bien bosser le dossier et que cette fois-ci il y croit. Ah bah normalement le texte est bordé maintenant et puis ça fait partie d'un texte plus large pour faire baisser les primes d'assurance automobile en fait. Alors ça c'est intéressant parce que c'est ce que j'allais dire. J'allais dire bon, finalement on a de la tôle froissée, il y a eu un accident, dans 90% des cas on le paye pas directement, c'est-à-dire qu'on fait jouer l'assurance et c'est l'assurance auto qui va couvrir et nous ça nous baisse pas notre franchise parce que la franchise reste la même. Ben oui, mais le problème c'est que des pièces auto plus chères, bah, c'est aussi comme c'est l'assurance qui prend en charge, bah, finalement les assureurs augmentent les prix d'assurance et bah, l'automobiliste est perdant à tous les coups. Le texte ne prévoit pas d'obligation pour les assureurs de baisser leur prime d'assurance. Certains ont déjà dit qu'ils étaient plutôt favorables à ça, mais il n'y a pas de garantie, donc il faut quand même être prudent. Donc finalement, est-ce qu'on peut y gagner un petit peu là dans cette histoire ou pas? Bah on peut, hein, c'est la FEDA, donc la Fédération des équipementiers et des distributeurs automobiles, a calculé qu'en moyenne, l'automobiliste pourrait gagner 17,5% sur ses frais, sur ses dépenses pour les réparations automobiles. Et je rappelle, Damien Pichereau, le député de la Sarthe, allez voir, parce que de mémoire, hein, il a dans une autre vie, avant d'être parlementaire, il était soit concessionnaire auto, il était commercial dans le milieu automobile, tout à fait. Donc il sait de quoi il parle. Voilà, c'est un dossier qu'il maîtrise bien. Allez, maintenant on va passer aux mauvaises nouvelles, non? Pas tout de suite. Allez, pas tout de suite. On peut rester sur une potentielle bonne nouvelle, ou en tout cas une moins mauvaise nouvelle que prévu. Allez, vas-y, annonce. Pour les constructeurs automobiles. Alors tu sais que la norme Euro 6D, donc dans sa version, l'Euro 6 dans sa version full en fait, est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, donc très récemment. Mais la Commission européenne se penche déjà sur la prochaine étape qui sera la norme Euro 7 et qui risque de faire très mal. Tellement mal en fait qu'elle pourrait tout simplement mettre un terme au moteur technique dès 2025 puisqu'elle devrait entrer en vigueur en 2025. Donc, moteur thermique, c'est-à-dire diesel, essence traditionnelle, tout ça. Tous les traditionnels, effectivement. La norme est si complexe qu'elle pourrait ne pas être tenable à moindre coût pour les constructeurs. C'est ça, tout à fait. Alors, il n'y a pas encore de texte officiel qui a été publié, hein, mais les laboratoires mandatés par la Commission européenne commencent à établir déjà les futurs critères et on va citer notamment, par exemple, la réduction de 60 à 90% des émissions polluantes
entre la norme Euro 6D et la norme Euro 7. Alors ça, donc encore 60 à 90% de moins. Alors c'est top parce que là on va enfin ne plus entendre les écolos, enfin espérons. Cependant, attention parce que ça va augmenter le prix des voitures de manière si forte et surtout moi ça me fait peur parce que ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une norme il y a quelques années sur le diesel qui était extrêmement difficile à tenir pour les constructeurs et du coup eh bien, ça va donner la fameuse affaire dont tout le monde se souvient, l'affaire Volks quelque chose. Je ne l'ai pas dit, Et derrière ça fait beaucoup de mal au secteur de l'automobile. Ouais. Donc à force de vouloir mettre des normes qui sont peut-être au-dessus des capacités des constructeurs automobiles pour aller trop vite, pour mettre la charrue avant les bœufs, on finit par avoir des produits soit qui seront inaccessibles en prix, soit des normes qui seront inaccessibles tout court. Bon allez, une dernière ? Allez, une petite dernière. Le syndicat, c'est le cas de le dire, le syndicat national des sociétés d'assistance a révélé que les Français avaient été moins souvent victimes de pannes automobiles en 2020. Tu vas me dire, on n'a pas roulé. C'est complètement logique, hein, les Français. Et bam, je prends un pied de biche, j'enfonce une porte ouverte. Oui, alors c'est une baisse de moins 10,5% des dossiers de demande d'assistance sur l'an dernier, forcément parce qu'on a moins roulé. Je m'attendais à plus. Eh ben non, finalement, c'est pas tant que ça. Alors, pourquoi c'est relativement peu finalement ? Parce que en fait, il y a eu un pic inédit de panne. Oui, exactement. À la sortie du premier confinement, qui était un confinement strict où vraiment personne ne circulait, les véhicules au repos dans les garages n'ont pas du tout roulé. Et tout le monde a voulu reprendre un peu l'air au mois de mai. Et le problème, c'est que pas d'entretien de voiture, la batterie qui lâche. Ça me rappelle quelque chose. On a eu effectivement, j'ai changé l'une des batteries d'une de mes voitures parce que elle était complètement à plat. Alors elle était un peu ancienne la batterie, et effectivement ça lui avait pas fait du bien. Du coup il faudrait y penser parce que le même pic a été à nouveau constaté en février dernier, février 2021. Donc on va peut-être appeler quand même les automobilistes à être un petit peu vigilants à la sortie de ce nouveau confinement, même s'il est un petit peu moins strict. C'est pas le même, mais on roule quand même moins que ce qu'on pouvait faire auparavant. Là, on le voit. On va juste vérifier l'état global de son véhicule et de la batterie avant de reprendre la route. Bon, Aurélie, on se retrouve pour les carburants à la fin de notre émission. Peut-être pour des bonnes nouvelles, qui sait ? Allez, tout de suite, on passe à la suite. Et je suis ravi d'avoir en voiture aujourd'hui Bernard Darniche parce que c'est devenu un ami, maintenant on commence à se connaître un peu. Bernard, je le croise et t'étais là bien avant moi. Je suis arrivé à 40 millions d'automobilistes un petit peu plus tard. Des fois j'ai l'impression comme ça que tu m'as passé un petit bout de flambeau pour que j'aille porter la voix des usagers. Ah mais c'est pas une impression, c'est une certitude. Il faut que quand on a des convictions, quand on est certain et qu'on a ce sentiment que cette conviction est partagée par des millions de personnes, par des millions de Français qui ne comprennent pas ce qui se passe, à force d'interdiction, on finit par ne plus comprendre ce qui se passe. Et il est évident que je considère que tu as bien repris le flambeau avec une posture différente parce qu'il faut faire évoluer les choses. Mais je vois ça comme ça. Bon alors. Bernard, j'ai besoin de toi. 90 sur autoroute, la nouvelle lubie des écologistes, ça va être dans leur programme de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passe ? Mais quelque part, moi, ça me fait plaisir parce qu'à force de sortir des inepties comme ils le font depuis un certain temps, ils vont aller à la niche, comme on dit. Coucouche panier, papa en rond. C'est une évidence. Là, les Français ne se sont pas réveillés jusqu'à maintenant et ce sont les abstentions qu'ils ont portées au pouvoir. Parce que les gens ne votent pas écologistes. Oui, mais t'as pas l'impression que justement, derrière, quand on passe à la case vote, eh bien pour beaucoup, on se dit, oui, mais écolo, ça veut dire qu'ils défendent les petits oiseaux, quoi. Donc c'est bien, c'est une belle idée. Et du coup, on se retrouve, nous, avec des mesures qui sont pas écoutées. Aujourd'hui, combien de Français sont au courant que Europe Écologie Les Verts propose le 90 sur autoroute, et d'ailleurs que pour les véhicules de plus d'1,5 tonne, ce qui rend le truc encore plus débile, j'ai l'impression. Oui, alors... On en parlait tout à l'heure hors micro, hors antenne, parce qu'il faut maintenant se faire à l'idée
que les médias, la plupart des médias, pas tous, hein, mais la plupart des médias, et surtout les médias du service public, sont maintenant des médias de propagande. Ça y est, ça envoie, c'est parti. Ce sont des médias de propagande. Il faut appeler un chat, il faut mettre des mots sur ce qu'on ressent. Moi, je ressens ça comme ça, je sais de quoi je parle, parce que j'ai quand même œuvré pendant 15 ans sur Radio France, 5 ans sur France Bleu, où je savais depuis mon entrée dans la matinale que ma durée de vie serait au maximum de 5 ans. Je le savais, on me l'avait dit. On m'avait dit que j'allais agacer très sérieusement les ministères et les pouvoirs publics, et c'est ce qui s'est passé. Il a fallu que je reparte, parce que c'est comme ça. La parole des Français, ce n'était que ma parole. Je portais, comme toi, tu portes la parole des Français. Nous, on porte ce que l'on ressent profondément, avec le plus d'honnêteté possible, et de pragmatisme, et de pragmatisme, comme un usager lambda que nous sommes tous. Et il y a un décalage terrifiant avec les gens qui nous gouvernent. Alors, 90 sur autoroute. Le problème, c'est que ces idées se diffusent parce qu'on a eu le 110 sur autoroute. Ça, c'était la Convention citoyenne pour le climat. Là, maintenant, on nous parle du 90 sur autoroute. On nous parle de zone à faible émission. On nous parle, Bernard, de tout un tas de mesures qui sont quand même, qui finissent par porter. On en vient par imaginer que le seul truc qui pollue en France, c'est la voiture. Oui, c'est l'idée qu'on peut s'en faire. Et finalement, ça finit par entrer dans l'esprit, dans le cerveau des gens. Et la plupart, comme moi d'ailleurs, inconsciemment, insidieusement, quand on est au volant d'une voiture, on se dit on n'est pas un très bon citoyen quand même, on pourrait faire autrement. Alors que quand on réfléchit un tout petit peu, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Est-ce que tu y crois à ce 90 sur autoroute? Non, mais non. Ils font du buzz, quoi. C'est pas possible. Il y a une limite à tout, parce que je t'entendais la dernière fois qu'on a fait une émission le dire très justement. Pourquoi aller payer les autoroutes si on ne peut pas l'utiliser à un certain gain de temps? Moi, ça me fait peur, parce que je me dis, s'ils proposent le 90 sur autoroute, les réseaux secondaires, ça va être 50. Hein. Mais bien sûr, mais ça ne peut pas. Au bout d'un moment, je le vois sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de se réveiller, ont compris que ces écolos qui sont au pouvoir et qui veulent nous faire vivre d'une façon qui ne nous convient pas, ont été portés par l'abstention. Les abstentionnistes, sans vouloir prêter à mal, hein, quand on ne va pas voter, quand il y a très très peu de votants, eh bien ce sont les minorités agissantes. En France, le mal de la France aujourd'hui sont les minorités agissantes, qui sont dogmatiques et quasiment toutes quasi religieuses. Et quand on est dans une posture comme ça, on ne peut même pas leur parler. Oui, parce qu'on est dans la croyance. Voilà, on ne peut pas débattre, on ne peut pas expliquer qu'une mesure comme ça va avoir des conséquences au plus profond des familles en créant du chômage où il n'y a pas lieu de créer du chômage. L'activité automobile en tant que telle, je parle de la construction des voitures, etc., est déjà très très mal en point. Mais si en plus l'usage de la voiture nous est interdit d'une façon insidieuse, c'est toujours pareil, hein, c'est pas une interdiction, mais c'est autant de tracasseries qui font qu'à un moment on ne peut plus se déplacer. Et le pire de tout pour une société moderne, c'est l'immobilité. L'immobilité, c'est la mort socio-économique. Qu'est-ce que tu penses, Bernard, aussi, on parle de ce 90, mais il vient se rajouter à tout le panel de propositions un peu saugrenues des écolos. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ces zones à faible émission que nous, on a rebaptisées à 40 millions d'automobilistes, on les appelle les zones à forte exclusion? Oui, on exclut encore une fois de la mobilité parce que, à force de vouloir dire aux gens, et ça c'est hyper dangereux, je trouve que en termes de message, quand on dit aux piétons des villes et aux cyclistes des villes, c'est aux autres à faire attention à vous, ça veut dire qu'on crée déjà des systèmes accidentogènes. Parce qu'il n'y a pas une personne qui doit faire attention, c'est l'ensemble du système qui doit s'autoprotéger. Si les piétons se permettent tout et n'importe quoi, si les cyclistes se permettent tout et n'importe quoi dans ces zones-là, il y aura de toute façon une recrudescence d'accidents. Le jour où les Français vont se réveiller, ça va leur faire drôle à ces gens. Et il faudra bien, bon an, mal an, que l'on crée, que ce soit toi, que ce soit moi je suis trop vieux maintenant, mais que ce soit des gens comme toi, avec 40 millions d'automobilistes, qu'on oblige le pouvoir politique à créer un système de gouvernance dont le nom n'est pas important, où on mettra autour de la table des gens capables de nous apporter des moyens de mobilité modernes qui seront en adéquation avec les attentes d'un citoyen normal, qui seront des moyens de mobilité
rapide, convenient, sécurisé, etc. Alors souvent tu es caricaturé, un peu comme moi, hein, ça nous arrive. Alors on dit oui mais Bernard, lui c'est le moteur, Bernard ceci, Bernard cela. Toi une voiture électrique, t'es pas contre non plus? J'ai roulé 5 ans avec une voiture électrique. 5 ans. Quand j'étais à Radio France, j'ai roulé avec une Opel Ampera, qui était une voiture électrique géniale d'ailleurs, parce qu'elle était équipée d'un générateur. Donc ça me permettait de ne pas avoir cette angoisse de la panne électrique. J'avais mon générateur. Mais même dans une boîte comme Radio France, j'ai bagarré pendant une année en parlant tous les matins à l'antenne, en disant « J'ai toujours pas ma prise de recharge dans le parking de Radio France. » Même chez Radio France. L'intérêt, il sera quand on aura trouvé un moyen de recharge rapide avec une autonomie qui tient la route. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mensonge généralisé qui fait qu'on dégoûte les gens. Même les gens maintenant reviennent des Tesla. Parce que quand on met 2 jours pour descendre dans le Midi, je suis désolé, mais il y a des moyens plus performants quand même. On a autre chose à faire. Avec Bernard, on a décidé de se faire pas mal d'amis là. Donc ça y est, maintenant qu'on s'est fait des amis chez Radio France, qu'on s'est fait des amis chez Tesla. En général. Et chez les écolos. En général, ceux qui parlent des voitures électriques, c'est ceux qui n'ont jamais roulé dedans. T'as pas l'impression que même dans la presse automobile, il y a, j'ai envie de dire, beaucoup de non-dits. On fait croire la lune un peu. C'est une presse de propagande. Les constructeurs automobiles, j'en ai longuement parlé avec Carlos Tavares de tout ça. Hein. Encore des copains. Mais oui, il y a une directive insidieuse de l'Europe et de l'administration générale. C'est pas le pouvoir politique qui commande, c'est l'administration. Et insidieusement, tout le monde s'y plie. Pourquoi? Parce qu'il y a des représailles financières derrière tout ça. Il y a des pénalités financières qui sont énormes. Il y a des canevas entre le nombre de voitures produites, le soi-disant CO2 dégagé, etc. Et le système fait que même les gens qui savent qu'on n'ira pas au bout de ce système sont obligés d'y aller. Donc ce pouvoir politique administratif est insupportable. Alors un autre sujet, alors celui-là vous le savez peut-être pas, mais Bernard Darniche faisait partie du comité d'évaluation du 80 km/h qu'on avait mis en place avec les copains de la FFMC, les motards en colère qu'on salue, etc. Et c'est vrai que peu à peu, ça a participé aussi à permettre à certains élus de conseils départementaux de revenir progressivement à 90 km/h. C'est une lutte dans laquelle aussi tu as eu ton mot à dire, Bernard. Ce 80-90, aujourd'hui, quel regard tu portes sur cette affaire du 80-90? Le regard que je porte, c'est qu'on avait raison dès le départ et que monsieur le Premier ministre de l'époque s'est engouffré dans la brèche d'une façon stupide sans savoir où il allait. Et je pense que ça peut lui coûter très cher s'il veut revenir dans des élections. Ouais, tu penses comme moi qu'il le porte, hein. Oui, il le ça, porte. Les carburants. Moi, je me suis un peu accroché avec lui parce que, à force de vouloir être monsieur premier de la classe et je sais tout dans tous les domaines, on finit par ne plus être crédible. Moi, quand je ne sais pas quelque chose, j'ai pour habitude de dire « je suis désolé, mais je ne sais pas répondre ». Ouais, j'aimerais bien que beaucoup soient comme ça. Tu penses que ça restera aussi un échec de la part d'Édouard Philippe, ce 80 km/h, parce que clairement, les départements qui sont repassés à 90, il n'y a pas plus d'accidents. Pas du tout. Et en termes de conséquences économiques, juste avant le confinement, nous avons été avec quelqu'un du comité des 80 km/h. On a été audité par la Cour des comptes. Ouais. Il faut quand même se rappeler de ça. Tout a été interrompu, tout a été arrêté, mais les conversations que nous avons eues off-record avec les gens de la Cour des comptes étaient totalement d'accord sur la vision qu'on se faisait du sujet en disant ça ne sert à rien et ça coûte des milliards d'euros à l'économie. Des milliards d'euros ça coûte à l'économie. La Cour des comptes. La Cour des comptes. Je pense que c'est un sujet qu'il faudra remettre sur le tapis pour chiffrer les conséquences économiques, je ne parle que des conséquences économiques, mais socio-économiques, que ça engendre. Parce que derrière, quand on fonctionne très mal, quand on se fait choper avec un radar qui vous dit que vous êtes un délinquant de la route pour quelques kilomètres à l'heure, et entre 80 et 90, ça cogne fort quand même, on finit par devenir un rebelle du système. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des lois, comme en Allemagne, qui soient des lois simples, qui soient comprises, acceptées et respectées. Toute loi qui n'est pas respectable ne peut pas être respectée. C'est quand même des principes de base qui devraient être compris. Par les politiques, je pense que c'est compris, mais pas par le pouvoir administratif. Et ce sont les administrations, aujourd'hui, qui ont pris le pouvoir sur le politique. Et par l'acheter, comme la plupart des gens politiques sont là que pour un certain temps, en
sachant bien que s'ils sont contre leur propre administration, ils vont voler en éclats, eh bien, le système est en train de s'auto-détruire. Bernard, être écolo aujourd'hui, est-ce que c'est pas, au regard des politiques, faire la guerre à la voiture? Ah, c'est devenu la colonne vertébrale, c'est devenu le totem. Être écolo aujourd'hui, on casse la voiture. Alors que moi, je suis écolo vraiment profondément. Je pense que t'es écolo profondément. Je pense qu'il y a 99% des Français qui sont écolos profondément. Mais d'une façon intelligente, sensée, en disant cette terre, il faut qu'on la protège, on n'est pas des pollueurs, on va essayer d'être lucide en termes de diminution de la pollution, etc. Et on a tous cette idée. Mais à force de vouloir nous punir parce qu'on n'est pas écolo et qu'on veut continuer à être mobile et avoir une voiture, parce que c'est simplement un problème de survie socio-économique, on finit par se dire, mais tous ces gens sont complètement à côté de la plaque. C'est ce qui se passe en ce moment. Moi, je me rappelle de cette phrase que tu as prononcée. Hein. On était en débat tous les deux sur Sud Radio, dans mon émission Ça roule, le samedi matin, et tu m'as dit, Pierre, l'immobilisme, c'est la mort. Ah oui, c'est le début de la mort, on le sait. Et la mobilité, c'est la vie. Et aujourd'hui, on le voit avec la crise sanitaire, les gens sont devenus quasiment immobiles, et ça a des conséquences psychiques sur le cerveau des gens, surtout, on est en train de déglinguer un pays comme la France. En fait, la crise économique, c'est un accélérateur d'observation d'un système qui ne marche plus. Et alors, Bernard, petite question un peu rituelle sur la fin de notre émission. Je voudrais que tu me dises quelle était ta première voiture. Ah mon Dieu, ma première voiture, c'était d'abord une 2 chevaux camionnette qui est assez rapidement tombée en ruine parce qu'elle avait 300 ou 400 000 km. Les sièges se sont écroulés parce que c'était des élastiques. Après, ça a été une Renault 4, une 4L, qui était aussi pourrie, complet, qui a fini de sa belle mort. Et après, je n'ai plus jamais eu de voiture, hein, parce que je suis tombé par hasard dans le monde de la compétition automobile. J'ai d'abord été coéquipier 3 ans, parce que j'avais vraiment pas les moyens de faire autre chose. Mon pilote a voulu me faire conduire. J'ai tout de suite eu des résultats, gagné des courses tout de suite. Oui, pareil. Ouais. Et en fait, j'ai jamais eu de voiture de ma vie, quoi. Enfin, il y a une voiture aujourd'hui à notre nom. Il y a une carte grise à mon nom. C'est celui de ma femme d'ailleurs, qui est le même que le mien. C'est une Mini, voilà, on a une Mini, c'est la voiture que j'ai. Ton plus beau souvenir en voiture? C'est quand mon premier coéquipier, Michel Loiseau, que j'avais pris en stop parce qu'il était en panne en forêt de Fontainebleau, m'a dit, si tu veux, mon coéquipier part aux États-Unis, tu vas devenir mon coéquipier. Je crois que c'est mon plus beau jour. Être coéquipier dans ce monde interdit de la compétition automobile, parce que j'ai toujours été un compétiteur au fond de moi. J'ai été coureur cycliste, mais bon, la compétition, c'est tout pour moi. Et quand il m'a proposé d'être coéquipier, mais le roi n'était pas mon cousin. Je suis coéquipier d'un pilote de rallye qui gagne des courses. Je crois que c'est ça mon plus beau jour. Et en fait, toutes les déclinaisons de ma vie ont été en rapport avec ce moment merveilleux où on te dit, viens avec moi, j'ai la clé de ce monde de l'interdit. Parce que quand on est ajusteur dans une usine, à l'époque, je gagnais 300 francs par mois. J'avais déjà du mal à faire le plein, acheter des pneus. Quand on vous dit, vous êtes dans une voiture de course, vous êtes le coéquipier officiel, et vous arrivez dans ce monde incroyable, voilà, c'est le plus beau jour de ma vie. Et je crois que j'ai jamais, tous les matins quand je me lève, je n'oublie pas le privilège que j'ai eu d'entrer dans ce monde. C'est un monde interdit pour la plupart. Les gens, pourquoi ça fait rêver? Parce que c'est interdit pour tout le monde. Interdit financièrement, interdit pour plein de raisons, mais interdit quand même. Quand tu vois les petits jeunes maintenant qui arrivent au volant, enfin les petits jeunes, ceux qui ont pris la relève de Bernard Warnich derrière, quel regard tu as sur la compétition auto aujourd'hui? J'ai un regard de tendresse et en même temps d'incompréhension, parce qu'aujourd'hui, il y a une mondialisation, j'ai rien contre évidemment, mais ça a fait que des oiseaux comme Jean Ragnotti, comme moi, comme Terrier, Nicolas, tous ces gens, comme Depailler, aujourd'hui on est arrivé sans argent dans ce monde-là. Hein. On est arrivé. J'ai eu une longue conversation un jour avec Alain Prost sur le vélo. On était en train de rouler ensemble tous les deux, et je lui dis, ton fils il marche pas mal hein, quand même, hein, c'est un bon pilote. Et Alain me dit, oui c'est un bon pilote,
ne sera jamais un champion. Et, pourquoi? Il me dit, je vais t'expliquer pourquoi. Et tu vas le comprendre parce que toi, tu es dans la même situation. Nous, quand on a débuté la compétition automobile, c'était où on gagne ou on meurt. On n'avait pas de porte de sortie. Mon fils est un financier brillantissime au niveau mondial. Il sait qu'il a une porte de sortie. Il n'a pas envie de mourir. Nous on n'avait pas peur de mourir. Hein. En fait, c'est une phrase que j'aime à répéter. La peur de mourir ne doit pas nous empêcher de vivre. Il faut vivre d'abord et penser mourir après. Et on pense tous, hein, forcément, le petit souvenir. On est sur le Monte Carlo, tu es en difficulté au général, il faut gagner, tu prends un risque, pardonne-moi, hein, global, non, de malade. C'est-à-dire qu'il faut être cintré à ce moment-là, ce que tu fais. Oui, mais encore une fois... C'est-à-dire que tu gardes tes pneumatiques, pour schématiser. Les routes sont dans un état catastrophique, il pleut. Non, il y a de la neige. Il y a de la neige. Et je prends l'option de partir avec des pneus non cloutés, des racing très larges, qui ont l'adhérence d'un morceau de beurre dans une poêle chaude quand on est sur la glace. C'est une mine, on comprend, on a tout dit. Non, on l'en voit bien. Mais c'est exactement ça. Et je me suis dit, c'est la seule solution pour atténuer ta contre-performance. Pourquoi la première partie du rallye, j'étais 6e, c'était pas ma place. Mon équipe était très malheureuse, très déçue. J'étais pas digne de l'équipe. Moi, ce qui m'a fait fonctionner, c'est le regard de mes ingénieurs et de mes mécaniciens. Je ne voulais pas les décevoir. Je voulais mériter la confiance qu'ils me donnaient. Tu voulais gagner? Non, pour eux. Franchement, j'étais pas... Moi, je me rappelle d'une parole. Un jour, Bernard Spandler, j'avais gagné c'était un énorme journaliste à RMC. Un des premiers rallyes que j'ai gagné, c'était Neige et Glace. J'étais sur le podium et à la descente du podium, il me dit, Bernard, faudrait que tu apprennes à sourire parce que là, personne n'a vu que tu avais gagné. Tu sais, une tronche pas possible. Mais je lui dis, tu sais, on gagne jamais uniquement par son propre talent. On gagne toujours parce que les autres ont eu un peu de malchance, parce que les circonstances ont fait que tu as gagné. Donc se réjouir alors que plein d'autres sont malheureux parce qu'ils n'ont pas gagné, j'ai un peu de pudeur. J'ai été élevé par ma grand-mère, j'ai un petit peu de pudeur et après j'ai appris, parce que l'explosion de joie fait partie du podium, il faut le faire. Mais ce n'était pas ma nature. Ma nature, elle était de faire un travail le mieux possible, contenter mes équipes, mériter le travail de tous ces gens qui sont dans l'ombre. Puis après on voit, et puis derrière... Quand on se rend compte qu'on ne travaille plus, mais qu'on est au cœur d'une passion qui fait rêver des millions de gens, il faut être conscient de ça, le goûter, et ça aide à vivre. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde le sait, hein, j'ai 79 ans, c'est terrifiant quand on dit ça. Mais quand je vois qui je suis, que je lis mon histoire sur les réseaux sociaux, je le souhaite à tout le monde parce que avoir ce sentiment d'avoir laissé une trace, je crois, sans vouloir être présomptueux, une trace plutôt positive quand même. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Franchement, ça aide à vieillir et un peu plus tard, ça va certainement m'aider à bien mourir. C'est des mots forts, hein, mais je les pense réellement. Quoi. Mais c'est pas l'heure là. Non, mais je les pense réellement. T'as du boulot encore. Je les pense réellement. Je n'ai pas eu peur de cette pandémie. Vraiment, ça me fait marrer tout ça, quoi, parce que j'ai tellement vu des choses tellement plus dangereuses. Oui, ça c'est sûr. Tellement plus dangereuse que... Je vous avais promis qu'on allait parler que du 90 sur autoroute. Au final, on n'en aura que très peu parlé parce qu'on trouve tous les deux que c'est quand même une sacrée connerie. Il faut quand même le dire. C'est même pas une connerie, c'est une ineptie, ça n'a aucun sens. Si au moins on pouvait trouver le premier millimètre d'une explication logique. Mais on peut tourner ça dans tous les sens, ça n'a aucune explication logique. Je le rappelle encore une fois, un engin motorisé pollue au moment de son démarrage et de la mise en action de sa vitesse. C'est au moment des faibles vitesses qu'un engin pollue le plus. À vitesse stabilisée, 90, 130 sur autoroute, c'est l'aérodynamique qui fait la difficulté, la résistance à l'avancement. Donc si on calcule ça en termes d'émissions polluantes, en rappelant encore une fois, parce que communiquer c'est répéter, que 1% du CO2 mondial est produit en France par la France, ramener ça à l'automobile et ramener ça aux 90 km/h sur autoroute, de quoi nous parle-t-on? En plus, ça va engendrer des effets collatéraux sur les SUV que tout le monde souhaite, puisqu'on ne voit plus que ça dans la rue. Ouais. Les gens, quelque part, les fabriquent. En les fabriquant, nourrissent leur famille, ont du travail, font vivre une société. Alors,
il faudrait un tout petit peu réfléchir avant de sortir des conneries pareilles, quoi. Voilà. Et est-ce que tu crains un retour de bâton type ce qu'on a connu, un gilet jaune? C'était parti de la voiture, gilet jaune, hein. C'est parti des carburants. Mais ça partira toujours de la voiture, parce que la voiture est l'instrument de liberté le plus accessible, et au plus grand nombre, le plus accessible en termes de moyens financiers. En fait, c'est un moyen de vie, tout simplement, l'automobile. Toucher à ça, je crois que ceux qui veulent toucher à ça, jouent avec le feu, comme on dit. Hein. Ouais. Mais vraiment, jouent avec le feu. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Ravi de t'avoir accueilli dans la voiture. Et c'est ta place, hein. Je crois que je vais mettre ton nom au-dessus. Ouais. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est parler de la vie, quoi. La vie. Je veux encore remercier tous ces gens qui ont la gentillesse de me faire encore vivre sur les réseaux sociaux. Je le souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment un moyen de sentir qu'on existe. Et je crois que l'être humain, avant tout, il a besoin d'exister et d'exister positivement. Et voilà, Bernard Darniche était notre invité dans la petite Honda électrique, qu'il a bien aimé d'ailleurs quand il est monté dedans au premier regard. Ah oui, bah, moi je suis évidemment pour la modernité automobile. Et là, les rétroviseurs, c'est chouette, hein. Tout est dans la modernité. Et donc on ne peut pas être contre la modernité, surtout quand elle fait mieux vivre. C'est surtout ça. Sur ces mots-là, on passe à la suite. Et pour notre conseil juridique de la semaine, on va aller casser les idées reçues parce que vous en avez sans doute entendu parler. Pour ça, j'ai choisi Ingrid Attal qui s'assoit à nos côtés dans Ça roule l'émission. Bonjour Ingrid. Bonjour Pierre. Au milieu de tous les piétons sur la route et des forces de l'ordre devant nous. Et des forces de l'ordre devant nous. Qui procèdent à un contrôle. Finalement, on ne peut pas être mieux pour parler dans Ça roule l'émission du permis de conduire et notamment d'une rumeur qui circule persistante. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, Ingrid? Tous ceux qui ont eu leur permis avant 91 ça me fait déjà rire. Ne peuvent pas perdre de points dessus. Oui, mais on voit cette information circuler partout sur les réseaux sociaux. Oui, mais elle circule sur les réseaux sociaux, c'est bien le problème. C'est-à-dire que c'est des fake news qu'on voit sur Facebook. Voilà, à chaque fois, j'ai toujours des gens, et encore de moins en moins, qui vous appellent, qui m'appellent et qui me posent quand même la question en espérant effectivement ne pas perdre de points parce qu'ils ont eu leur permis avant 92. Non, c'est faux, archi faux. Tous les permis sont dotés d'un capital point. Alors pourquoi 1992, on le rappelle, Ingrid? Parce que c'est la loi qui a instauré le permis à points. Donc voilà, ceux qui pensent qu'avant 92, non, c'est faux. Il faut arrêter de croire à cette chose qui n'a aucun sens. Donc, alors à tous ceux qui pensent que s'ils n'ont jamais payé leur contravention et qu'ils ont eu leur permis de conduire avant 91 ou 92, peu importe l'idée qui circule sur les réseaux sociaux, vous êtes très clair, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Alors, une autre petite fake news aussi qui circule sur les réseaux sociaux, mais je veux quand même être sûr parce que, bon, moi je pense que c'est faux, mais il paraîtrait, Ingrid, que si je paye mon infraction, je sais pas, prenons 135 €. Et que vous mettez 136 €. Et que je mette 135,1 centimes d'euros ou 136 €, ça annule la perception de l'infraction, voire ça annule la perte de points. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, d'où ça sort aussi? Non, alors ça c'est pareil, ça n'empêche pas la perte de points. À partir du moment où vous payez le montant de l'amende, même si vous rajoutez 1 centime, ça éteint l'action publique et donc automatiquement l'infraction devient définitive et ça entraîne perte de points. D'accord. Donc, et si je paye pas le montant exact, c'est-à-dire si j'ai eu 135, je mets 134,99. Après le risque c'est que ça passe éventuellement en titre exécutoire parce qu'en amende forfaitaire majorée. Ouais. Et puis à partir du moment où ça bascule en amende forfaitaire majorée, parce qu'il y aura toujours un reliquat que vous allez devoir de toute façon. On peut le voir sur les bordereaux de situation en trésorerie. Vous allez vous retrouver éventuellement avec une majorée et la majorée, après, automatiquement, à un moment, si vous ne la payez pas, vous allez perdre les points. Donc, c'est pas la solution pour imaginer, c'est pas la solution magique pour éviter la perte de points. Bon, écoutez, Ingrid Attal, c'était un petit point, mais très précis sur tout ce qui est bon de voir ou de ne pas voir sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'objectivement, sur la plupart des réseaux sociaux, vous voyez des informations. C'est comme, allez, on termine aussi sur celle-là, Ingrid. Les radars, on les cache pas non plus dans les glissières de sécurité en France. Ça n'existe pas. Les petites glissières de sécurité qu'on voit sur Facebook, où vous avez à l'intérieur une petite caméra qui est cachée par les forces de l'ordre, le nouveau radar. Ou dans des fausses vaches aussi, on a vu ça, fausse vache posée sur le bord de la route.
On le dit, on le répète, ne croyez pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, Voilà. c'est faux. Voilà. Allez, tout de suite, la suite de notre émission. Et on a décidé de vous parler véhicules d'occasion, toutes les astuces pour ne pas vous faire avoir, c'est avec notre invité. Il a publié un livre, le guide d'achat du super acheteur du véhicule d'occasion. Il a fondé aussi Ocase, O2C à Z, c'est Jérémy Sicard et c'est mon invité dans la petite Honda électrique. Bonjour Jérémy. Bonjour Pierre. Alors ce livre, comment ne pas se tromper quand on achète un véhicule d'occasion? Pourquoi? Il y a une histoire personnelle derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière pour... Oh oui, il y a une histoire personnelle, il y a plusieurs histoires personnelles, puisque bon, c'est un peu le recueil lié à toutes les petites mésaventures que j'ai pu avoir personnellement ou celles de mon entourage. Ah, t'es un peu le chat noir en fait en voiture, c'est ça? Un petit peu. Alors ça veut dire quoi? Concrètement, ce livre, qu'est-ce qu'il va nous donner comme premier conseil? Déjà, moi j'ai envie de dire, on va partir du principe que maintenant quand on achète un véhicule d'occasion, de plus en plus on le fait en ligne, on a des sites internet pour ça. Est-ce qu'il y a des premiers indices, des choses dont il faut se méfier? Oui, tout à fait. C'est important d'avoir déjà, quand on va par exemple sur un site d'annonce, de bien regarder si l'annonce est bien construite, s'il y a beaucoup de photos, s'il y a beaucoup de détails sur l'annonce. Voilà. Dans un premier temps, pouvoir commencer à juger de l'intérêt pour le vendeur d'être honnête, transparent ou non. Déjà, c'est un premier indice. Moi, j'ai remarqué un truc, premier petit conseil. On vous dit sur certaines annonces, alors attention, le véhicule est en Angleterre, il faut que vous déboursiez une première petite somme d'argent si vous voulez pouvoir le faire rapatrier en France et après pas de problème, il sera à vous. Et évidemment, c'est toujours une super occasion sous-cotée. Évidemment. Vous êtes habitué à ce genre de petites annonces un peu frauduleuses? Disons que, nous, on va avoir cette expérience-là avec plus côté de l'application Ocase où on permet aux gens de réaliser leurs démarches administratives relativement notamment la carte grise. Et voilà, tous les jours on a des cas comme ça où il y a un souci administratif, beaucoup de soucis administratifs sur le véhicule et justement il va manquer une carte grise ou le véhicule est encore immatriculé à l'étranger. Ça on fuit. Ça, il faut fuir ou pas, ou en tout cas au moins se faire accompagner. Et moi je préconise quand même de passer par des professionnels dont c'est le métier, qui importent des véhicules, qui les immatriculent, plutôt que de se retrouver coincé avec une voiture qui sur le papier a l'air très en forme mais ne peut pas rouler parce que bloqué administrativement. Montrez-nous un petit peu ce livre-là. Tout à fait. Et voilà. J'en profite, on est à l'arrêt, voilà. Le guide du super acheteur de véhicules d'occasion. Alors si on feuille comme ça, on ouvre, on tombe sur quoi dans ce livre? Moi je veux du concret, je veux savoir de manière pragmatique. C'est construit de manière très pragmatique. En plus ce livre avec plein de conseils les uns à la suite des autres. Donnez-nous 2-3 là, on tombe au hasard. On va tomber sur quoi? Au hasard, par exemple, contrôler l'état de la sellerie. Voilà, ça c'est un vrai indicateur, la sellerie, parce que c'est un moyen de pouvoir regarder aussi le rapport kilométrage. Tout à fait. C'est-à-dire que si la sellerie elle est complètement morte et que vous avez un véhicule, on vous annonce 40 000 km au compteur, ça ne marche pas. C'est ça, ça peut être un premier indice. Les véhicules aujourd'hui sont de plus en plus fiables et ont des kilométrages de plus en plus importants, ils sont de plus en plus vieux, le parc vieillit. 11 ans. 11 ans, voilà. Quasi 11 ans de moyenne, ça y est, on est passé. Tout à fait. Donc il n'y a pas de souci, majeur à avoir un véhicule kilométré dès lors qu'il a été bien entretenu. Bien sûr. Dès lors qu'on sait aussi inspecter et regarder bien les potentiels défauts que peut avoir un véhicule kilométré. Maintenant, il y a quand même un gros souci de fraude au kilométrage, de trafic des compteurs, et il faut savoir s'en prémunir et encore une fois être curieux et regarder les potentiels défauts du véhicule. Et pour en revenir à la sellerie, effectivement, quand on peut regarder les sièges, les coussins latéraux de siège, le levier de vitesse. Alors pas ici, parce que du coup, voiture électrique. C'est un peu compliqué. On peut regarder si les boutons ont été un peu trop touchés, on verra comment ça vieillit. Mais effectivement, là, le levier de vitesse, le levier de frein à main, les accoudoirs. Voilà, si quelqu'un a posé son coude sur un accoudoir pendant 200 000 km, forcément, ça se voit. Il va être griffé, il va être patiné ou même troué. C'est normal, c'est une usure normale. Allez, on prend une autre page au hasard. Alors, par exemple, un point sur la vibration au volant. Voilà. Alors ça, c'est pareil, ça amène un point. Alors là, il faut la tester déjà. Ça veut dire que je tombe sur un vendeur, je lui dis est-ce que je peux essayer la voiture? Il me dit non.
Ah bah, On s'en va. terminé. Là, ça sert à rien. Ouais. Si vous êtes en capacité de l'essayer, la voiture, évidemment, on est dans une période un peu compliquée pour ça. C'est vrai qu'en ce moment, en plein confinement, demander à essayer la voiture, ça peut poser des soucis. Donc, oui. Moi, je m'amuse à faire des tests toutes les semaines, j'en ai mal au nez. Mais et pas que. Pour ceux qui ont essayé, ils savent de quoi je parle. Ça fait tousser sans arrêt, mais bon. Oui. On va éviter d'en parler. Mais bon, voilà. Mais il faut le faire. C'est pas si désagréable que ça. C'est pas l'enfer. Ça va. C'est juste que ça fait tousser. Voilà, ça provoque des réactions. Ça fait un peu pleurer, un peu tousser. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais donc, les vibrations au volant, ça peut être le signe d'un déséquilibre, d'une rotule qui est cassée, par exemple. Ça peut être effectivement le signe de beaucoup de choses. Ça peut être le signe de disque voilé, aussi de jante voilée, tout simplement. Une jante voilée qui peut amener peut-être au fait qu'il y ait eu un accrochage ou un contact avec le véhicule a pu taper, donc du coup tous les organes de transmission peuvent avoir été touchés. Ça peut être aussi un simple souci dans la direction, une simple petite butée qui fait vibrer. Voilà, il y a plein de choses, ça peut amener plein de choses. En tout cas, c'est des frais derrière. Et c'est des frais derrière, et donc il faut être attentif durant l'essai sur pas mal de ces petites choses pour être amené à poser des questions. On en reparle quand même parce qu'on n'a pas dit ce point-là. La fraude au compteur kilométrique en France, c'est 10% des véhicules en vente sur le marché de l'occasion aujourd'hui. C'est colossal. Pour ceux pour ceux qu'on trouve. Oui, a priori. Alors, donc c'est un point sur lequel vous devez absolument vraiment prendre toutes les précautions. Alors j'aime ce livre, pourquoi ? Et pourquoi j'ai tenu à vous le présenter ? Parce qu'il est bien organisé, c'est-à-dire qu'il y a le conseil, le petit point de vigilance, et puis derrière à chaque fois c'est en 3 parties de manière très didactique. Donc vous avez donc le constat, le conseil, le petit point de vigilance. Tout à fait. Et on vous rappelle, Jérémy Sicard vous rappelle vraiment toutes les bonnes choses, toutes les précautions que vous devez prendre si vous êtes intéressé par le véhicule. Alors la bonne affaire, celle qui arrive et qui est 2-3 000 euros en dessous du prix normal. Faire un peu l'avocat du diable, mais ça existe des fois la bonne affaire. Ça existe des fois. Maintenant, moi ça m'est arrivé une fois de m'enthousiasmer sur ce qui paraissait être une bonne affaire. Ça a été une des raisons de la construction de ce livre, de ce projet-là. J'ai acheté un véhicule. C'était un Land Rover Discovery, voilà, pour ne pas le citer. Donc qui était super affaire, qui n'était pas cher. Voilà, 4 000 euros en dessous de sa cote, avec des petites choses à prévoir. D'accord, super. Mais pas de problème, on me garantit un historique au top, super. Le problème, c'est que je récupère le véhicule, il y a un bruit suspect. Bon, je me dis, c'est peut-être une géométrie, c'était quelque chose. Bref, je me voile un petit peu la face, clairement, je me voile la face. Parce que vous vouliez ce véhicule. J'ai fait un peu le cobaye qui n'aurait pas eu ce livre entre les mains, qui n'aurait pas pris les précautions, et qui s'est juste enthousiasmé, qui s'est dit, bon, ça va pas être si grave, machin. Et en fait, je vais chez un premier spécialiste qui me dit, bon, voilà, la boîte de transfert elle est KO et je pense que la boîte de vitesse est fatiguée. Wow. Voilà, sur un donc véhicule. Là, alors je vous traduis, c'est 4 chiffres. Voilà, c'est 4 chiffres. Les deux en même temps, c'est 5 chiffres. Et voilà, c'est clairement une boîte de transfert. Voilà, on arrive presque à 10 000 euros de frais. Voilà, pièces et main d'œuvre. Donc là, suite et fin, on s'arrête là. Vous l'aviez déjà acheté sur un véhicule qui avait 190 000 km. C'est relativement suspect. C'est pas censé être si fragile. Je l'avais déjà acheté. Heureusement, j'avais de bonnes relations avec le vendeur. Mais bon, je vais faire contrôler la boîte de vitesse chez le fabricant directement. C'était une boîte ZF, donc j'ai été chez ZF faire contrôler. Et là, il me dit, le problème, c'est que la boîte de transfert, elle a 300 000 km. Donc, donc le compteur est trafiqué, monsieur. C'est-à-dire que. Alors là, c'est vis caché. Et donc c'est recours juridique et j'ai envie de dire que pour l'usager c'est la catastrophe parce que le véhicule est immobilisé. Alors certes vous allez pouvoir déposer une action pour vice caché. Certes vous allez sans doute l'emporter avec un expert auto. Mais au bout de combien de temps ? Ça, faut dire, à partir du moment où on lance la procédure et le moment où il y a peut-être un résultat, 2-3 ans. Il faut compter 2-3 ans. Voilà. Faut compter 2-3 ans. Et pendant ces 2-3 ans, vous avez une somme qui était prévue pour ce véhicule-là, qui est immobilisé, ce véhicule-là qui ne vous sert à rien, qu'il faut assurer. Peut-être un crédit dessus. Et puis très certainement un crédit dessus. Pas d'autres véhicules.
et potentiellement pas d'autres véhicules. Donc le problème, c'est voilà, qu'il faut trouver une solution de secours, donc soit augmenter le crédit pour avoir un autre véhicule. Voilà. C'est un nid à problème vraiment beaucoup trop important. Alors j'ai eu une chance énorme pour finir l'histoire, c'est que effectivement j'ai recontacté le vendeur tout de suite, on s'est arrangé, il a repris le véhicule et lui a été ensuite faire une procédure auprès de son vendeur. Oui, d'accord. Parce qu'a priori c'est lui qui s'était fait arnaquer dans un premier temps. Voilà, donc le véhicule était allemand, compteur trafiqué, enfin la classique. Tout y était. Ouais. Tout y était. C'est le sport national, faut le savoir. Hein. Oui. On est très souvent en France attiré par les véhicules d'occasion allemands. Il faut savoir que sur le territoire allemand, c'est 40% des voitures qui ont un compteur trafiqué. Oui. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Faites attention aux véhicules importés, ça veut pas dire que tous les véhicules allemands sont trafiqués, mais 40%, c'est pas la majorité, mais on n'en est pas très loin. On a la chance en France, aujourd'hui avec Istovec, d'avoir le suivi de tous les contrôles techniques. Alors, c'est pas toujours qu'on adresse un point positif au gouvernement, toujours, mais je pense qu'il faut le noter. Mais là, pour le coup, Istovec, c'est le site du ministère de l'Intérieur qui permet de suivre l'entretien, les contrôles techniques du véhicule. Tout à fait. Et qui nous permet de s'assurer qu'il y a à peu près un historique du véhicule qui est correct. Donc Istovec, Isto comme histoire, et VEC, VOC pour véhicule. Allez, on dit un mot aussi d'Ocase quand même, parce qu'il y a aussi votre métier derrière. Vous faites un livre, et super, on peut le trouver, vous sur le net, partout. Et puis, pendant le confinement, vous savez bien que c'est un commerce essentiel. Oui. Les librairies, donc pas de problème, ça vous occupera pendant le confinement. Et puis, il y a Ocase, cette application. Alors, Ocase, c'est quoi? Ocase, c'est une petite application où on tente de regrouper un petit peu tous les conseils toute l'expérience qu'on a trouvée, qu'on a pu acquérir dans ce livre, mais transposée sur une application. Alors c'est une application gratuite, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Tout à fait, c'est une application gratuite sur laquelle il y a une petite checklist interactive, on va dire. Donc c'est l'inspection que vous retrouvez dans le livre, mais de façon interactive, c'est-à-dire que l'application va vous suivre lors de votre tour du véhicule, et va vous poser les questions que vous devez vous poser lors du tour du véhicule, et vous allez répondre sur l'application. Voilà, vous dites comment l'état, l'usure des pneus, etc. Et à la fin de toutes ces inspections, l'application génère un rapport en vous disant là il y a tel et tel problème, ça peut engendrer ça, donc attention, soit négocier le prix, soit passer votre chemin, ou en tout cas acheter en connaissance de cause. Bon, alors je la fais très simple, Jérémy Sicard est un très mauvais homme d'affaires, tout simplement parce qu'il met en place une application gratuite qui vous permet de bien acheter votre véhicule d'occasion et qui reprendra point par point tout ce qu'il a mis du temps à écrire dans le livre. Voilà. Je plaisante évidemment. Évidemment, le livre est beaucoup plus complet. Super lecture, super bien fait. Merci Jérémy d'avoir été avec nous en voiture. Un grand merci. On se retrouve très vite pour plein de bons conseils. Et puis n'oubliez pas, le guide du super acheteur du véhicule d'occasion, il est là, Jérémy Sicard, là entre ses mains. Et sinon, vous avez son application gratuite. Voilà, Ocase, O2CAZ. Et vous retrouverez plein de conseils. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir acheter aussi une voiture pendant le confinement. Et c'est peut-être le moment d'avoir les très bons conseils. Merci Jérémy, à bientôt. Merci à vous. Allez, une toute petite minute qui carbure cette semaine Aurélie, parce qu'au niveau des prix des carburants, je suis passé à la pompe. Pas l'impression que ça bouge. Non, effectivement, ça bouge pas trop depuis 2-3 semaines. Là, les prix des carburants sont assez stables. Alors attention, par contre, les prix des carburants stables à la pompe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variation sur le prix du baril de pétrole. Au contraire, là, il est légèrement en baisse, moins $2 sur la semaine passée. Ah non, c'est joli quand même, parce qu'on est à combien? On est dans les autour des $60 à peu près, 50-60 dans ces dollars. Oui, on commence à revenir sur sur les prix d'avant crise sanitaire. Donc c'est quand même une variation de 4%. Donc c'est pas rien, moins $2, c'est pas rien. Eh ben non, justement, c'est pas répercuté à la pompe parce qu'il y a un jeu sur les distributeurs pétroliers. Quand les prix sont à la baisse, bizarrement, ils répercutent pas tout de suite. On le voit peut-être, mais plus tard, effectivement. Bon, allez, je rappelle quand même ça parce que c'est intéressant. Vous savez, la petite station-service, la toute petite station-service que vous avez dans vos villes, celle qui vend les carburants un peu plus cher, parce que c'est pas la grande distribution. Pas que je veux me fâcher avec la grande distribution, moi aussi j'y fais le plein. Mais il faut savoir que le bénéfice net de ces toutes petites stations-service, c'est 1 centime. 1 centime par litre de carburant. Voilà, on va quand même le rappeler, 75%, ce sont des taxes.
Allez, merci Aurélie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Ça roule. Moi, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Soyez extrêmement prudents sur la route. On se retrouve vendredi sur Sud Radio à 19h. On se retrouve samedi à midi sur Sud Radio. Et ben voilà, ça c'est le programme de la semaine. Allez, bonne route à tous.